Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci d'être présents avec nous pour ce premier webinaire organisé par le groupe Open Access Languedoc-Roussillon, qui va porter sur l'introduction à l'Open Access. Alors, je vais me présenter, je suis Hugo Catherine, chargé de mission archives ouvertes pour la commune Languedoc-Roussillon Université, et je co-anime le groupe Open Access Languedoc-Roussillon avec François Gibier, qui travaille à l'Université de Montpellier, François qui m'accompagne et qui agit en ce moment en tant que modérateur et qui nous rejoindra, enfin, qui sera devant la caméra lui aussi, lors de la réponse, lors de la séance de réponse à vos questions. Alors, avant de commencer l'exposé proprement parlé, je vous propose en fait de revenir sur quelques petits points techniques. Merci à celles et ceux qui ont signalé leur présence par un bref message dans le chat avec leur nom et leur prénom, parce que si vous envoyez un message sans nom et prénom, on a du mal à savoir qui est présent. Et merci à celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait de bien vouloir le faire. On aura comme ça une visibilité sur le nombre d'inscrits participants. Par ailleurs, le webinaire est enregistré. La vidéo et le support seront accessibles très prochainement sur le site OALR. Petit point, petite précision, vous verrez qu'il y a des liens cliquables sur le support. Ils ne sont pas cliquables en fait tout pendant que le webinaire se passe, parce que la plateforme ne le permet pas. Évidemment, ils le seront en fait depuis les supports que vous pourrez télécharger sur le site. Qui dit webinaire dit évidemment formation interactive. Donc nous vous invitons à poser vos questions sur le chat, via le chat, en sachant que, étant donné que c'est le premier webinaire qu'on organise et qu'il porte, on va dire, sur une question plutôt théorique, nous vous proposons de fonctionner de la manière suivante, à savoir que je vais faire ma présentation qui va durer 40-45 minutes et en fin de présentation, nous aurons un quart d'heure à 20 minutes pour répondre à vos questions. François, qui est à mes côtés, va sélectionner les questions. Donc il est possible que toutes les questions ne soient pas traitées lors de cette séance de webinaire. Les questions non traitées feront l'objet de réponses qui seront diffusées de façon différée sur le site Open Access Languedoc-Roussillon. Dernière précaution, pensez bien à couper vos micros et à ouvrir un minimum d'applications. On espère que la qualité de connexion sera bonne. On a fait des tests, normalement ça devrait bien marcher, mais l'un des prérequis, c'est de ne pas avoir beaucoup d'applications ouvertes sur votre poste. Nous allons pouvoir commencer cet exposé. Donc cet exposé, nous avons décidé de le découper en 4 parties. Une première partie qui va porter sur l'historique et les enjeux qui sont liés à l'open access. Dans un deuxième temps, nous ferons un focus sur les 2 modes opérationnels de l'open access, que sont la publication dans les revues open access et le dépôt dans les archives ouvertes. Dans un troisième temps, nous parlerons de l'institutionnalisation de l'open access, à savoir l'émergence de cette question dans les milieux politiques. Et pour terminer, nous parlerons du lien qui existe entre open access et évaluation. Alors, quand on parle d'édition scientifique, quand on parle d'open access, on parle nécessairement d'édition scientifique. Et on parle de l'open access comme étant une réponse à la crise de l'édition scientifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les revues scientifiques, qui sont nées au milieu du XVIIe siècle, ont été gérées pendant près de 3 siècles par des sociétés savantes. À partir des années 60, sont apparus un nouvel acteur, en la personne des éditeurs commerciaux, qui ont investi petit à petit le marché de l'information scientifique et technique, et on a vu s'opérer un mouvement de concentration éditoriale à partir des années 80. Mouvement de concentration qui a débouché sur la situation actuelle, qu'on pourrait caractériser comme étant une situation d'oligopole à franges. Alors, quelle est cette bête très étrange? L'oligopole à franges, on peut le définir comme tel. Vous avez en fait une myriade, une kyrielle de petits éditeurs, à côté desquels on va trouver quelques gros éditeurs et un très petit nombre de méga-éditeurs. Plus concrètement, vous avez 6600 éditeurs, un peu plus de 39 000 revues, et quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que moins d'1% de ces éditeurs totalise près de la moitié du portefeuille de titres. Si on prolonge le focus, on se rend compte que les 4 plus gros éditeurs, que sont Elsevier, Springer, Wiley Blackwell, Taylor & Francis,
rassemblent à eux 4 près d'une revue sur 5 et récupèrent plus de la moitié des profits des activités qui sont liées à l'information scientifique et technique. Donc évidemment, cette situation d'oligopole, cette situation de toute puissance, pose des problèmes en termes d'accès. Pourquoi? Parce que ces éditeurs, qui pour la plupart concentrent un nombre important de revues de rang A, donc de revues à fort impact factor, donc ces éditeurs imposent des conditions tarifaires toujours plus prohibitives aux acteurs de la recherche, en la personne notamment des bibliothèques, des centres de documentation. Ces éditeurs imposent notamment l'abonnement à des bouquets de revues, donc plus que de l'abonnement à du titre par titre. On oblige en fait les bibliothèques à s'abonner à un package de revues qui ne sont pas forcément utiles à leur communauté de lecteurs. Et en même temps, ces éditeurs pratiquent des augmentations continues de frais d'abonnement qui sont de l'ordre de 5 à 7 %. Évidemment, la feuille de route de ces éditeurs, on le voit avec ce petit graphique qui n'est peut-être pas très visible actuellement, mais vous pourrez voir ultérieurement sur le support de présentation. On constate entre 2011 et 2015 que plus des 3/4 des profits générés par l'information scientifique et technique font l'objet d'un retour aux actionnaires, qui la plupart du temps prennent la forme de fonds de pension. Donc évidemment, vous avez cette volonté hyper libérale d'un côté, et de l'autre côté, vous avez des budgets publics qui sont de plus en plus contraints. Ça donne lieu forcément à des négociations de plus en plus difficiles. 2018 en a été la preuve, puisque, à titre d'exemple, le consortium allemand a rompu les négociations avec Elsevier, et ça a été très compliqué pour Couperin, qui négocie pour l'ensemble des établissements français, de trouver un accord avec Springer. À côté de cette crise de l'accès qui est liée en fait à des conditions, on va dire, matérielles et monétaires, se pose un autre problème, c'est qu'avec l'avènement de nouveaux territoires de recherche, je pense notamment à des pays émergents comme la Chine, forcément le nombre de chercheurs a augmenté. Son corollaire immédiat, c'est l'inflation de la production scientifique. Vous avez un cortège de relecteurs scientifiques qui valident les publications scientifiques, qui reste lui stable. Donc forcément, on a des délais de publication qui sont de plus en plus longs et qui sont jugés très longs. Donc l'open access, justement, les initiatives open access et les innovations en matière d'open access veulent répondre à ces questions, à ces problèmes d'accès. Ils veulent répondre à ces problèmes d'accès en développant, en fait, on va le voir après, des nouvelles plateformes. Mais plus largement, l'open access s'intègre dans un mouvement qu'on appelle la science ouverte. C'est une des grandes composantes de la science ouverte. Et la science ouverte poursuit plusieurs buts pour répondre à de nombreux enjeux. Alors, des enjeux académiques. On vient de parler de l'accès à l'information scientifique. Donc, un accès facilite forcément la circulation des idées, l'échange entre les pairs. En même temps, l'ouverture des publications, l'accès ouvert aux publications, mais aussi aux données de la recherche, aux protocoles d'évaluation, permet aux communautés de recherche de vérifier de la scientificité des publications, des éléments qui peuvent être apportés par les différents scientifiques. Donc c'est un gage d'objectivité des connaissances. Par ailleurs, à côté de cet enjeu, on a un enjeu politique. On voit depuis plusieurs années se développer des mouvements de défiance à l'endroit du discours scientifique. Les mouvements anti-sciences se développent. On a actuellement notamment la question en fait, de la vaccination. Donc toute cette distance qui est prise entre une partie des citoyens et la science pose de gros problèmes, puisque la science fait partie des piliers des démocraties modernes. Cette crise en fait, de confiance peut à terme déboucher sur de véritables crises politiques, en tout cas participer à l'avènement de crises politiques. D'où un besoin crucial de répondre aux demandes d'information qui sont exprimées par un nombre croissant de citoyens qui veulent se renseigner sur le changement climatique, sur telle ou telle maladie, et dans le même temps de répondre à la demande de citoyens qui veulent s'associer à des projets scientifiques, dans le cadre justement de projets de sciences participatives ou de participation à des forums hybrides. Dernier enjeu, et ce n'est pas le moindre, des enjeux économiques. Les États-Unis dans un premier temps, puis l'Europe, la Chine, le Brésil, l'Inde ont érigé la science comme vecteur
principal et prioritaire de croissance. L'économie doit d'abord et avant tout reposer sur l'économie de la connaissance. Avec ce principe, ce postulat, que le partage sera forcément générateur de croissance et de réduction des coûts. Donc on voit que dans le cadre des initiatives de sciences ouvertes et donc d'open access, on a un nombre d'acteurs de plus en plus large, au profil de plus en plus varié. Si on regarde l'historique de l'open access, on remarque que la première initiative qui est associée au principe d'accès ouvert est la création d'Archive. Alors, Archive a été créé en 91. C'est un site web, une archive ouverte de préprint, donc de manuscrits auteurs, qui a été créé par des astrophysiciens. Leur idée était la suivante. L'arrivée du numérique leur permettait de mettre à disposition de leurs pairs scientifiques leurs travaux, de façon à ce que ces travaux soient discutés et qu'ils puissent s'améliorer et donc les échanges soient facilités. C'est un vrai succès puisqu'en 2019, on comptabilise un peu plus d'1,5 million préprints qui sont déposés et qui proviennent de disciplines comme les physiques, les mathématiques ou l'informatique. Si l'on revient sur la frise chronologique, on constate que pendant 10 ans, il ne se passe pas grand-chose. Et en 2001, naît l'Archive ouverte nationale HAL. C'est aussi l'année, alors là je vais passer assez rapidement en fait, sur tous ces points, on va les développer après. 2001, c'est aussi l'année de la création de la méga revue PLOS, qui est une méga revue open access, éditée uniquement en version numérique. Et 2001, c'est enfin la création des Creative Commons, qui sont des licences qui sont proposées aux créateurs et qui permettent de faciliter la réutilisation des documents, des écrits scientifiques. 2002, année essentielle pour l'open access, puisque des collectifs de chercheurs se réunissent à Budapest pour définir la notion d'open access. À partir des années 2010, on voit apparaître, enfin en tout cas intervenir dans le champ de l'open access, des acteurs politiques, qu'ils soient sous la forme de pays ou d'établissements, et on voit les lois et les mandats favorables à l'open access se développer. L'an dernier a été une année très faste pour l'open access, puisque Horizon Europe, qui fixe la feuille de route de la recherche en Europe, a désigné la science ouverte comme mode opératoire. En France, le plan national pour une science ouverte a été diffusé par le ministère de l'Enseignement supérieur en juillet 2018, et au mois de septembre, la quasi-totalité des organismes de financement européens ont signé le plan S, qui lui aussi, est favorable à l'open access. Je vais vous proposer de passer donc, à la deuxième partie qui concerne les devoirs de l'open access. Donc, cette déclaration de Budapest définit l'open access comme tel. C'est la mise à disposition gratuite de la littérature scientifique sur l'Internet public, sans barrière financière, légale ou technique. Et l'open access permet aux auteurs de conserver, évidemment, un contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnu et cité. Il ne s'agit pas d'ouvrir des publications sans respecter le droit des auteurs. À côté de cette déclaration, les acteurs de la déclaration de Budapest définissent deux possibilités opérationnelles pour publier en open access. Tout d'abord, la voie verte. Ça prend la forme du dépôt en archive ouverte. Qu'est-ce qu'une archive ouverte? On va revenir tout à l'heure sur cette question. C'est un réservoir en ligne où les chercheurs peuvent déposer gratuitement leurs productions. Ces productions sont évidemment gratuitement accessibles pour les lecteurs. De l'autre côté, nous avons la publication, donc la voie dorée, la publication dans une revue scientifique à comité de lecture, dont les articles publiés sont librement accessibles pour les lecteurs. Alors, je vous propose de nous arrêter un instant sur la voie dorée, puisque une idée est largement répandue dans les milieux de chercheurs qui pensent qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour publier en open access. Donc, idée largement en fait colportée par le lobbying des éditeurs, et idée que publier dans une revue en open access est payant. Donc, c'est complètement faux, puisque quand on va le voir tout à l'heure avec un outil qui s'appelle le DOAJ, près des 3/4 des revues open access ne facturent aucun frais de publication aux auteurs. Alors, comment font-elles pour ne pas facturer de frais de publication? Elles sont simplement financées en amont.
sont financées par une institution, une société savante, une université, une bibliothèque. Et ce financement leur suffit pour pouvoir fonctionner. Elles ne facturent donc aucun frais aux auteurs. À côté de ce modèle économique, existe le modèle freemium. Donc, les plateformes qui sont basées sur ce modèle, comme par exemple Open Edition Journals, l'ancien revue.org, offrent un accès gratuit au format HTML des articles qui sont entreposés et proposent par ailleurs des abonnements aux établissements pour que leurs lecteurs puissent obtenir des services à valeur ajoutée. Par exemple, l'accès au PDF ou à la version EPUB des mêmes documents, accès à des statistiques. Nous avons un troisième modèle qui s'appelle le modèle auteur-payeur et qui est sans doute le modèle le plus connu et qui, lui, facture des frais de publication aux auteurs. Là, les montants sont très très variables d'un éditeur à l'autre. Encore une fois, on va revenir dessus. Le quatrième modèle, donc un modèle à éviter absolument pour tout auteur qui veut publier en open access, le modèle hybride. Un chercheur veut publier en open access, son établissement est abonné à la revue, et la revue lui facture des frais de publication. Autant dire que c'est un modèle qu'il faut proscrire complètement, puisque l'établissement de ce chercheur va payer 3 fois. Il va payer une première fois pour financer ses travaux qui vont, in fine, aboutir à la publication. Il va payer une deuxième fois pour financer l'abonnement à la revue, et payer une troisième fois pour honorer les frais de publication. Donc, là encore, je me répète, mais nous vous demandons de proscrire complètement ce modèle de publication. Alors, si on revient sur le Gold Open Access avec APC, avec paiement d'APC, quand vous voulez publier dans une revue avec APC, on va attirer votre attention sur 2 aspects qui méritent en fait d'être vigilants. Tout d'abord, le montant des APC. Je vous ai dit tout à l'heure, il était très variable. Il va de 100 à 9000 $. Le prix moyen, il a été évalué aux alentours de 1500 € pour un article d'une revue Open Access et à 2500 € pour un article dans une revue hybride. Là encore, un argument qui doit vous dissuader de publier dans une revue hybride. Donc, bien faire attention, quand vous voulez publier dans une revue Open Access, au montant des APC. Ne pas avoir de mauvaises nouvelles au moment de la facturation. Deuxième chose, l'émergence de ce modèle économique a vu arriver des éditeurs peu scrupuleux, qu'on appelle des éditeurs prédateurs. Ce sont des éditeurs qui démarchent les chercheurs, principalement les jeunes chercheurs, qui ne connaissent pas encore bien l'écosystème de publication. Ces acteurs sont évidemment animés d'objectifs mercantiles, ils sont très peu scrupuleux, leurs revues ne respectent aucun critère d'éthique, ne respectent pas les critères d'éthique, les recommandations éthiques qui sont éditées par les comités scientifiques. Donc, quand vous publiez dans ce type de revue, enfin, si vous deviez par malheur publier dans ce type de revue, vous risquez réellement, enfin, votre réputation risque de s'en voir, comment dire, pâtir. Et pas seulement votre réputation, la réputation de votre laboratoire, de votre établissement. Et ça, à court, moyen, voire à long terme, parce qu'on peut toujours vous ressortir quelques années après le fait que vous ayez publié chez tel ou tel éditeur prédateur. Il faut faire attention, puisqu'en 2017, 10 000 revues ont été recensées comme étant prédatrices. On a joint un lien vers un document qui a été développé par nos collègues du CIRAD, qui est vraiment très, très utile, et qui liste une série d'indices. Là, on n'a pas le temps de le développer, mais on vous invite en fait à le consulter. Nous allons plutôt en fait regarder l'espace de quelques diapos sur lesquels je vais passer assez vite, un outil qui s'appelle le DOAJ, le Directory of Open Access Journals. C'est un répertoire international des revues en libre accès qui respectent des critères de qualité éditoriale. Donc si une revue est inscrite dans le DOAJ, elle n'est pas prédatrice. C'est un recours évidemment utile pour vous assurer que vous n'avez pas affaire à un éditeur prédateur. Pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Vous avez à choisir de faire une recherche en mode une recherche avancée. En recherche avancée, vous pouvez, sur les facettes qui sont sur votre gauche, là encore peut-être que ce n'est pas très visible sur les diapositives, mais vous avez des facettes sur votre gauche qui vous permettent de trier par revue. Donc vous choisissez cette option de tri.
Là, vous arrivez à un résultat où vous avez l'ensemble des revues Open Access, donc les 13 000. Et dès cette page, on a des informations, un type d'information très intéressant. En bas, vous voyez que vous avez des informations sur le volume des APC. Donc vous savez en fait quel sera le volume d'APC qui sera facturé par cette revue. Donc, vous n'aurez pas de surprise. Ce qu'on peut constater, c'est que pour les deux premiers résultats, ces revues ne facturent pas d'APC. Autre information intéressante, l'information concernant la licence d'utilisation. À l'heure où de nombreux chercheurs vont s'emparer des possibilités offertes par le numérique en matière de fouille de texte, et où ces mêmes chercheurs vont construire des nouveaux corpus de données basés sur des sources primaires, il est important de s'assurer que ces sources primaires soient librement réutilisables. Alors évidemment, cet outil vous permet de trier les résultats par sujet. Donc là, on a choisi médecine. Quand vous choisissez un sujet, une liste en fait de sous-sujets s'affiche. Là, dans ce cas présent, nous avons choisi biologie. Donc on aboutit à une liste de 23 revues en Open Access. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une facette, encore une fois, sur le côté gauche, qui vous permet de trier pour isoler, par exemple, les revues qui ne pratiquent pas d'APC. Là, en l'espèce, nous avons 10 revues sur les 23 qui ne facturent pas de frais de publication. Donc là, je vous propose de fermer la partie concernant le Gold Open Access, donc la publication dans des revues Open Access, pour parler de la voie verte, à proprement parler, des archives ouvertes. Donc ce sont des sites web où les documents sont librement accessibles, où l'archivage est gratuit et pérenne, et qui permettent de mettre à disposition des communautés scientifiques et du côté du chercheur de valoriser, de mettre en visibilité une large gamme de productions scientifiques, qu'elles soient publiées ou non. Donc ça peut prendre la forme d'articles, de communications, de rapports, de thèses, d'images, de posters. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une typologie assez large d'archives ouvertes. Vous avez des archives nationales comme HAL, l'Université de Montpellier, celle de Perpignan, de Nîmes, l'IMT-ALES ont choisi l'outil HAL comme archive ouverte pour leur établissement. Par contre, de leur côté, l'Université Paul Valéry à Montpellier ou le CIRAD avec Agritrop ont choisi de développer leur propre archive institutionnelle. Enfin, vous avez des archives thématiques qui regroupent des documents d'un même secteur académique. BioArchive, par exemple, regroupe des préprints, est une archive ouverte de préprints qui relève des domaines des sciences de la vie et de la santé. REPEC est une archive ouverte, qui contient des documents de sciences économiques. Alors, ce qui est très intéressant avec les archives ouvertes, c'est qu'elles offrent de nombreux atouts. On l'a vu en termes d'accès, tout est libre et gratuit pour le déposant, pour la personne qui veut déposer en fait ces documents, comme la personne qui veut lire de la documentation. L'accès est libre, gratuit, immédiat, et en même temps, c'est un accès à une gamme très large de production, des documents qui ne sont pas forcément publiés. D'autre part, toutes les études qui ont pu être menées depuis une quinzaine d'années attestent des gains de visibilité que les archives ouvertes offrent. Gains de visibilité qui sont plus importants évidemment qu'un article en fait, qui est accessible derrière une barrière mobile, en gros un article qui est accessible via un abonnement, mais des gains de visibilité aussi par rapport à un article qui a été publié en open access. Les archives ouvertes sont de loin en fait le lieu de publication qui offre le plus de visibilité, du fait d'un référencement web optimal qui est lié à leur architecture. Les archives ouvertes se moissonnent, rebondissent les unes. Bon, bref, le référencement est vraiment très très bon. Donc mathématiquement, l'impact est renforcé. À côté de ça, les archives ouvertes offrent des avantages en matière de pérennité, puisqu'à titre d'exemple, le CINES pour HAL garantit un stockage pérenne en faisant évoluer à la fois les supports et les URL, pour faire en sorte que d'ici 10-20 ans, vos documents déposés soient encore consultables. Les archives ouvertes offrent de plus en plus de services associés. C'est le cas encore une fois de HAL avec l'identifiant HAL qui permet de vous créer un CVHAL qui est alimenté automatiquement par vos dépôts. Enfin, les archives ouvertes offrent aussi des garanties en termes juridiques. Quand vous déposez, s'opère une modération. Des acteurs qui sont formés s'assurent de la légalité de vos dépôts
au regard des conditions contractuelles que vous avez signées avec vos éditeurs. D'autre part, tout dépôt est horodaté. Donc, cet horodatage peut jouer comme preuve d'antériorité scientifique et vous permettre de vous positionner sur un sujet d'étude. Alors, en France, le législateur a fait en sorte de favoriser l'activité, le dépôt en archive ouverte, avec la loi pour une république numérique et l'article 30, qui accorde un droit d'exploitation secondaire aux auteurs, ce qui leur permet concrètement de déposer leur écrit scientifique dans les archives ouvertes. Alors, quel type de documents? En gros, tous les documents, en dehors des monographies, des ouvrages collectifs et des thèses. Articles, recensions, communications, comptes rendus, interventions. Ces documents doivent être publiés dans des revues scientifiques. Donc ça exclut en fait des possibilités juridiques les articles de vulgarisation publiés dans des journaux. La version qui est déposable, c'est ce qu'on appelle en anglais le post-print. C'est la version finale acceptée pour publication. Ce n'est pas le manuscrit auteur, ce n'est pas la version finale de l'éditeur, c'est la version qui est acceptée par le comité de lecture. À partir de quel moment vous pouvez la déposer? Vous pouvez la déposer après un délai d'embargo qui est variable, qui va de 6 mois en sciences techniques et médecine à 12 mois dans les sciences humaines et sociales. Évidemment, tout article, toute production déposée doit être issue d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics. Et ce dépôt ne doit pas donner lieu à une activité d'édition à caractère commercial. Important, on y reviendra par la suite. Donc là, pour vous donner une visibilité sur ce qu'est le post-print, c'est vraiment le document qui a été accepté après les allers-retours entre l'auteur et les comités de lecture, qui peuvent faire en fait des remarques, des demandes de correction, et au bout d'un moment, le comité de lecture valide la publication. C'est le post-print. Intervient dans un second temps le travail d'édition, qui donne lieu à la création d'un PDF éditeur. Et là, nous allons vous montrer en quelques slides un autre outil très intéressant qui s'appelle Sherpa Romeo. C'est un site qui répertorie les politiques des éditeurs en matière de dépôt des publications dans les archives ouvertes. Et alors, il va être intéressant pour vous rendre compte de deux choses. D'une part, des gains qu'a pu apporter la loi pour une république numérique, et d'autre part, vous montrer que les conditions contractuelles peuvent être plus favorables que la loi. Donc, vous faites une recherche par titre. Là, nous avons choisi le FASEB Journal. Et vous aboutissez à une fiche signalétique qui vous renseigne sur les possibilités de dépôt en archive ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que, hormis le préprint, l'auteur ne permet pas le dépôt du postprint ni celui de la version PDF. Or, la loi pour une république numérique vous octroie un droit d'exploitation secondaire, donc vous pouvez faire fi de ces conditions contractuelles et déposer votre écrit scientifique, passer un délai de 6 mois, puisque là on est sur un journal de sciences techniques et médecine, dans une archive ouverte. Voilà l'une des illustrations des bénéfices de la loi. Second exemple, là vous voyez que le Journal of Political Philosophy permet le dépôt du postprint, mais après un délai d'embargo de 2 ans. Or, la loi, pour un journal en SHS, prévoit un délai d'embargo d'1 an. Donc, dans ce cas précis, vous pouvez déposer votre postprint, passer un délai d'embargo d'1 an. À l'inverse, on peut constater que quand on fait cette recherche sur les cahiers élisabéthains, cette revue permet aux auteurs de déposer le postprint et, dans les conditions générales, ne fait pas mention d'embargo. Donc, vous pouvez déposer votre postprint dès la date de première publication, sans attendre le délai d'embargo prévu par la loi, puisque l'éditeur vous le permet. De la même façon, ce journal, Agronomy for Sustainable Development, permet aux auteurs de déposer la version PDF. Donc, encore une fois, une disposition contractuelle plus large que ce que le législateur a permis aux auteurs. Point important, dans tous les cas, quasiment tous les auteurs vous demandent d'indiquer un lien vers la version éditeur, vers la version de l'article qui est publiée sur le site éditeur, pour donner de la visibilité, évidemment, au site éditeur. Si on fait une recherche sur... ça c'est toujours la même fiche. Simplement, on attire votre attention sur le fait que la plupart des revues précisent que le dépôt en archive ouverte ne doit pas donner lieu à une activité commerciale.
Très important puisque, au travers de nos échanges avec les chercheurs lors de formation, on se rend compte que s'ils peuvent émettre des réserves à développer, à déposer en archive ouverte, et la plupart du temps, ils émettent beaucoup moins de réserves à déposer l'ensemble ou une grande partie de leurs publications sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux offrent évidemment énormément d'atouts en termes de diffusion, d'accès à la documentation et évidemment de mise en relation avec les communautés de recherche, les pairs scientifiques. Donc ça peut donner lieu à de nouvelles collaborations, par exemple. Simplement, il faut bien voir que très peu sont les éditeurs qui permettent aux chercheurs de déposer leurs publications sur les réseaux sociaux. Et que dans un deuxième temps, la loi pour une république numérique exclut toute activité commerciale, commerciale du périmètre de la loi. Donc on attire votre attention là-dessus, puisque une coalition d'éditeurs a menacé ResearchGate il y a 1 an et demi à peu près de poursuites pénales. Suite à ces poursuites, ResearchGate a retiré plus d'1 million de publications qui étaient déposées, sans évidemment avertir les auteurs. Donc ces auteurs qui pensaient peut-être que ResearchGate était une archive pérenne, ont pu se rendre compte que non, c'était beaucoup moins pérenne par exemple qu'une archive ouverte. Simplement, suite à cette menace de plainte, ResearchGate a fait évoluer ses conditions générales d'utilisateur et dorénavant, ces conditions précisent bien que l'auteur est responsable de ses dépôts et voilà, ResearchGate se réserve la possibilité de se retourner contre les auteurs s'il devait y avoir des poursuites pénales. Donc attention à l'utilisation des réseaux sociaux. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de déposer vos publications dans une archive ouverte et d'indiquer un lien depuis votre profil ResearchGate ou Academia par le biais d'un PDF dans lequel vous n'aurez que l'URL qui renvoie vers votre dépôt dans HAL ou dans votre archive institutionnelle. De la même façon, de signaler sur votre CVAL ou sur votre page chercheur vos comptes ResearchGate ou Academia, de manière en fait à multiplier les portes d'entrée à votre profil. Donc maintenant, je vous propose de parler de l'institutionnalisation de l'open access, donc de la dimension politique de l'open access. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, le plan national pour une science ouverte, qui a été publié en juillet 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est un plan qui s'articule autour de 3 axes et dont les objectifs sont multiples, mais sont recentrés autour de l'accès ouvert. Premier axe porte sur les publications. L'idée, c'est d'obliger à la publication en open access pour toute forme de publication, que ce soit des articles, mais aussi des monographies. Donc ça, c'est très important, notamment pour les chercheurs en SHS. Vous voyez que la loi pour une république numérique exclut les monographies en fait de son cadre. Là, les acteurs de l'enseignement supérieur veulent que l'ensemble de la publication, toutes disciplines confondues, soit disponible en accès ouvert. D'autre part, l'idée c'est de développer les pratiques de sciences ouvertes de manière en fait à ce qu'elles soient valorisées et valorisables lors des évaluations. Second axe porte sur les données de la recherche, où là encore, il est question d'obliger à l'ouverture des données, alors autant que possible, parce qu'il y a des restrictions en matière d'ouverture des données, mais d'obliger à l'ouverture des données toutes les données qui sont issues de projets financés sur fonds publics. Et d'autre part, de généraliser les bonnes pratiques en matière de gestion des données, avec la rédaction de plans de gestion de données, de manière à ce que ces données soient notamment facilement retrouvables et éventuellement réutilisables. Enfin, un troisième axe qui porte sur la culture et les pratiques de sciences ouvertes, où l'idée c'est de généraliser les compétences sciences ouvertes chez l'ensemble des acteurs, que ce soit des enseignants-chercheurs, évidemment des doctorants, avec la labellisation des écoles doctorales sciences ouvertes, mais aussi des professionnels de l'information et de la documentation, et des professionnels des services de recherche. Donc on voit un acte fort publié en France en 2018. Quelques mois après, 2 mois après, Coalition S, qui est un regroupement d'agences de financement européennes, à laquelle l'ANR participe, a publié le plan S. Que dit ce plan S ? Il dit qu'à partir de 2020, toute production scientifique, donc articles, monographies, communications, financée par un projet de recherche financé par une agence européenne, donc 17 agences européennes, autant dire que c'est la quasi-intégralité des agences européennes, l'ANR en fait partie, doit être en open access
et en open access immédiat. Ce qui veut dire que tout chercheur qui a eu la chance de voir des recherches financées dans le cadre d'un projet doit déposer ses productions ou en archive ouverte ou dans une revue en open access. Autre geste fort à l'endroit de l'open access, geste politique, la conférence de Berlin, qui a réuni en décembre 37 nations, ce qui représentait 113 organisations, dont des organismes en fait, qui provenaient des 4 coins du monde, dont pour la première fois les 2 grandes agences de financement, qui brassent énormément d'argent. Et toutes ces personnes se sont mis d'accord pour une déclaration qui rappelle comme objectif que l'objectif majeur est la transition rapide à l'open access immédiat. Donc on le voit, l'open access n'est pas un dada, on va dire, politique français, mais il y a une volonté politique, on va dire, vraiment internationale. Preuve en est cette diapo qui vous présente une liste non exhaustive de lois ou d'obligations nationales qui ont été votées dans le monde. Donc ça a commencé en 2005 avec les États-Unis et le Royaume-Uni, et on a vu une multiplication des lois à partir des années 2010. Et donc tous les continents sont concernés, là encore, ce n'est pas seulement l'Europe, mais tous les continents sont concernés. Autre exemple qui illustre bien en fait cette tendance, les mandats de dépôt les mandats de dépôt qui sont actés politiquement par les établissements de recherche. Donc un mandat de dépôt, c'est une obligation de publier en open access, qui est faite en fait à des chercheurs par leur établissement. Donc on voit que là encore, il y a énormément de mandats de dépôt. RoarMap, qui est un site déclaratif, donc il y en a forcément plus que les chiffres que vous pouvez voir en haut à droite, recense plus de 1000 dépôts, donc plus de la moitié se trouve en Europe, mais on voit qu'il y a des dépôts en fait un petit peu partout dans le monde. Alors, encore une fois, vous ne devez pas bien voir le graphique qui est en bas à droite, mais on voit qu'en termes de chronologie, il y a une véritable inflexion à partir des années 2010. En gros, depuis une petite dizaine d'années, l'open access est devenu une question prioritaire pour les acteurs politiques. Donc nous allons terminer l'exposé avec cette 4e partie pour vous parler d'évaluation. Parce que l'évaluation a souvent été vue comme le frein majeur au développement de la culture open access. Nombreux sont les chercheurs qui, en formation, disent « Oui, moi, l'open access, je veux bien, mais simplement, ça ne va rien m'apporter en termes d'évaluation. Donc, voilà, j'ai peur de perdre mon temps. » On va voir que les choses sont en train de changer. Doucement, mais elles sont en train de changer. Alors, tout d'abord, rappelez que l'ensemble des acteurs scientifiques, que ce soit les établissements via les classements internationaux, les laboratoires dans le cadre de financement, les chercheurs pour ce qui est de leur évolution professionnelle ou, à plus forte raison, les jeunes chercheurs pour leur insertion, tous ces acteurs sont soumis à l'injonction à la publication, le fameux publish or perish. Il faut absolument que tout chercheur publie et publie toujours plus dans des revues à fort impact factor. Alors, ce cadre pose de plus en plus de questions et est remis en cause de façon croissante, notamment du fait que le facteur d'impact pose pas mal de problèmes. Tout d'abord, il est destiné à la revue, il n'est pas destiné à l'article et encore moins à l'auteur. D'autre part, il est calculé sur 2 ans, donc il instaure une inégalité entre disciplines, puisque 2 ans pour des disciplines en SHS, c'est évidemment pas assez long. Il favorise largement les articles anglophones, et tout ça, en fait, induit des mauvaises pratiques, du type autocitation, échange de bonnes pratiques, je te cite, tu me cites, le tronçonnage des résultats. Donc, cette question, en fait, de publier dans des revues à fort facteur d'impact commence à vraiment être mise en question par un nombre croissant d'acteurs. À l'inverse, avec les initiatives open access, on a vu se développer des métriques alternatives, les altmetrics, qui, elles, ne portent pas sur la revue, mais sur l'article, et qui sont souvent liées à des initiatives open access. On vous a mis comme exemple le journal PLOS One, qui est une méga revue open access, et vous avez aussi une capture d'écran de métriques au centre qui provient de HAL, l'archive ouverte. Donc ces altmetrics viennent en complément des indicateurs traditionnels, elles n'évaluent pas l'impact scientifique d'une publication, mais la notoriété des publications sur le web, via le nombre de téléchargements, de likes, de retweets. Et elles nous renseignent sur l'activité générée sur le web par ces articles.
Donc sur l'impact à la fois sur les acteurs académiques, mais en même temps sur le monde non académique, via l'activité sur les blogs par exemple, ou les réseaux sociaux. Autre exemple innovant qui associe open access et alternative à la relecture traditionnelle, PCI, Peer Community In, qui est une initiative locale de surcroît. En quoi ça consiste? Un chercheur dépose son préprint dans une archive ouverte de préprint et soumet à la plateforme Peer Community In son préprint. Peer Community In réunit des relecteurs qui valident ou non, de la même façon en fait, qu'un comité éditorial d'une revue scientifique, ce préprint pour, in fine, le recommander. À partir du moment où ce préprint est recommandé, il est citable, il est en libre accès, en open access, et tous les rapports d'évaluation sont eux aussi en open access, ce qui permet aussi de vérifier en fait, la qualité des protocoles qui ont été effectués. Donc pour finir, on voit bien qu'au niveau international, il y a une réelle volonté de réformer l'évaluation. On a un bel exemple avec DORA, qui est une déclaration en fait, qui a été signée à San Francisco en 2014 et pour laquelle on a un nombre toujours croissant de signataires, 1300 organisations, dont l'ANR, le CNRS, l'INSERM. Et que dit DORA? Il dit qu'il n'y a pas de corrélation automatique entre le facteur d'impact et la valeur scientifique. Que l'évaluation doit reposer bien plus sur des critères d'ordre qualitatif. Que l'évaluation doit par ailleurs accorder une large importance aux pratiques dites ouvertes, que ce soit l'ouverture des publications, mais aussi l'ouverture des données, des protocoles et des citations. Concrètement, cette volonté de réformer l'évaluation et de faire évoluer les pratiques, on la retrouve dans le domaine biologie-médecine en France. C'est un domaine qui a été soumis à des problèmes, à de vraies crises, notamment en matière de reproductibilité. Donc les pratiques ont changé. La culture open access du préprint, via notamment l'archive bioarchive, c'est vraiment largement développé, pas uniquement en France, mais partout dans le monde. Et les deux associations, Alinvi et Avicenne, qui sont des associations, des alliances en fait, dans les domaines des sciences de la vie et de la santé, reconnaissent dorénavant les préprints comme une forme recevable de communication scientifique. Donc on voit bien qu'il y a une véritable évolution dans la façon à la fois de comprendre, enfin, d'intégrer l'open access et de penser l'évaluation. Alors, pour terminer, on vous a mis en fait une suite de liens en fait, qui renvoient à des thématiques qui ont été développées lors de cet exposé. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais demander à François de me rejoindre pour que nous puissions répondre à vos questions. Bonjour tout le monde. Donc en fait, je vais féliciter Hugo parce qu'apparemment il a été extrêmement clair. Il n'y a pas de questions que vous ayez posées dans le chat. Donc ben voilà, moi ça me fait pas trop de boulot, c'est chouette. Ce qu'on peut vous proposer du coup, c'est que puisqu'il n'y a pas eu de questions maintenant, on va clôturer la session. Vous pourrez donc plus poser des questions dans le chat, mais par contre sur la première et la dernière diapo de la présentation, il y a nos adresses mail. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, s'il y a des points qui n'étaient pas très clairs ou des points qui n'ont pas été abordés et que vous ayez besoin de précision, bah, vous nous envoyez un petit email et puis on y répondra. Et puis on pourra ajouter ces questions dans la retranscription qu'on va faire et qui sera mise en ligne sur le site OALR pour que voilà, tout le monde puisse y accéder et en bénéficier. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Entendu. Nous allons vous faire parvenir un petit questionnaire d'évaluation pour évaluer à la fois, évidemment, le contenu de l'exposé, mais en même temps les conditions techniques, puisque c'est la première fois en fait qu'on faisait ce webinaire et on espère que il a été facile à suivre, à la fois de façon côté vidéo et audio. Voilà. Après, nous allons vous informer, en fait, je ne sais plus si on a parlé de la vidéo et du support qui seront accessibles. Donc, la vidéo devrait être accessible, je pense, lundi. On fera en sorte qu'elle le soit, en tout cas, courant de la semaine prochaine. Le support pourra l'être plus rapidement. Dans tous les cas, vous serez informé, en fait, de la diffusion de tous ces outils.
Dernière chose, le prochain webinaire est prévu le 13 mai, le 13 juin, c'est ça? Il va porter, ça c'est sûr. Sur l'identité numérique du chercheur. Voilà. Et il est prévu, je pense, de mémoire, aux alentours, on va dire, du 15 juin. Je pense que c'est le 13 juin. Mais vous serez informé en fait de ce webinaire pour les personnes en tout cas qui ont opté pour justement être informées des informations relatives aux activités du groupe OALR. Merci à toutes et à tous. Au revoir, bonne fin de Au journée. revoir.